Cette conversation a eu lieu, elle a duré plus de 2 heures. Je voudrais souligner qu'elle a été très informative et très franche. Et dans l'ensemble, à mon avis, très utile à cet égard. Tout d'abord, j'ai remercié le président des États-Unis pour le soutien qu'il apporte à la reprise des négociations directes entre la Russie et l'Ukraine en vue de la conclusion éventuelle d'un accord de paix sur la reprise des négociations qui ont été interrompues par la partie ukrainienne, comme vous le savez, en 2022. Et on vient d'entendre la version de Vladimir Poutine, celle de Donald Trump diffère considérablement. C'est la première surprise de cette soirée. Nous sommes avec vous, Sylvie Bermann, merci d'être là, avec Stéphane Marchand, avec Alexandre Melnik, ancien diplomate à la fois soviétique et russe, évidemment. Lisons les propres mots de Donald Trump et on verra là qu'il est beaucoup plus, disons, hyperbolique et optimiste que ne l'est le président américain, plus chaud en tout cas. Donald Trump parle d'un esprit excellent. Je viens de terminer mon appel de 2 heures avec Vladimir Poutine. Je pense que ça s'est très bien passé. La Russie et l'Ukraine vont immédiatement entamer des négociations en vue d'un cessez-le-feu et surtout de la fin de la guerre. Comment comprendre, Sylvie Bermann, ces deux versions, pas antagonistes, mais quand même très différentes? Oui, tout à fait. Alors, c'est assez courant en diplomatie que ça diffère, et en particulier avec la Russie. Même dans le passé, c'était le cas. Quand on utilise le terme franc, ça veut dire qu'il y a eu un désaccord. Oui, en général, c'est froid. Quand c'est franc, c'est froid. C'est pas froid, c'est des désaccords. Ça, c'est très clair. Au contraire, Donald Trump, qui a besoin d'un succès et de montrer que son intervention aboutit à quelque chose, est dans l'hyperbole comme d'habitude. Donc, c'est pas très surprenant. Ça a dit, ça a été une conversation de 2 heures. 1 heure évidemment avec l'interprétation, mais donc il y a beaucoup de choses qui se sont dites à cette occasion. On va entendre tout de suite Alexandre Melnik, qui était quand même spécialiste de la langue de bois. C'était votre métier, Alexandre Melnik, donc vous allez décrypter pour nous, mais passons par Washington avec vous, Mathieu Derrien. Est-ce que ce soir Donald Trump reprend la main? Alors, difficile de le dire. En tout cas, on sait que Donald Trump a une tendance à sortir très satisfait de ses rencontres ou de ses conversations avec Vladimir Poutine. Et donc, il va falloir voir si la Russie va être aussi volontaire dans ses efforts de terminer la guerre que semble le croire Donald Trump. Mais en tout cas, le simple fait que cette conversation ait eu lieu dans une ambiance que Donald Trump juge, je cite, excellente, c'est une petite victoire pour lui qu'il peut présenter comme une nouvelle preuve de ses qualités de négociateur. Alors, on se rappelle que ce matin, le vice-président J.D. Vance était encore en train d'affirmer qu'il allait vraiment falloir savoir si Poutine était sérieux dans sa volonté de terminer la guerre. Et pas sûr du coup que cette conversation ait vraiment répondu à cette question. Mais en tout cas, Donald Trump, lui, semble continuer de vouloir y croire. Et pas question pour l'instant pour les Américains d'abandonner leurs efforts de médiation. Mathieu Derrien, merci beaucoup. Donald Trump travaille. Lisons la suite de sa déclaration d'il y a quelques minutes où on comprend qu'il a en fait pas seulement appelé le président Poutine, mais aussi le président Zelensky et beaucoup d'autres. J'ai informé le président Zelensky, Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron, Giorgia Meloni, Friedrich Merz l'Allemand, le président finlandais Stubb, immédiatement après l'appel avec le président Poutine. Il précise même qu'il a parlé au Vatican, où visiblement beaucoup de choses se passent. Trump travaille. Contrairement aux préjugés, on dit qu'il fait du golf sans arrêt. Très visiblement, il y a beaucoup d'efforts autour de ce téléphone, de ces téléphones. Oui, tout à fait. Mais d'ailleurs, je pense qu'il travaille plus que lors de son premier mandat. Là, il y a une forme d'enthousiasme chez lui et de revanche à prendre par rapport à son premier mandat et aux empêchements créés par ce qu'il appelle l'État profond. Ça, c'est une de ses priorités de campagne. Je crois qu'il veut aboutir à quelque chose sur le sujet. C'est l'impression que ça me donne, c'est quand même un peu un échec de Donald Trump parce que il est trop pressé, il fait beaucoup d'esbroufs après un coup de téléphone. Vladimir Poutine n'a pas prononcé le mot de cessez-le-feu. Depuis le début, on sait très bien que la position européenne et ukrainienne, c'est d'abord un cessez-le-feu et on négocie, et une position russe. On négocie et on verra pour le cessez-le-feu. Après ce coup de fil, c'est toujours la position russe. On négocie et on verra après le cessez-le-feu. Donc il n'y a pas de... La seule chose peut-être positive dans ce qu'a dit Vladimir Poutine, c'est quand il a prononcé le mot de compromis, et on pense immédiatement à un compromis sur les 4 oblasts. Lui exige qu'on lui donne les 4 oblasts, y compris la partie que les Ukrainiens contrôlent toujours. Est-ce que le compromis portera là-dessus? Ce serait effectivement une avancée majeure, mais s'il y a un cessez-le-feu, évidemment.
On va entendre effectivement d'abord Vladimir Poutine, comme vous le dites, il lâche ce mot de compromis, ce qui est quand même quelque chose. Écoutez-le dans sa déclaration. Elle a été très constructive et je la juge très utile. La question, bien sûr, est que les parties russes et ukrainiennes fassent preuve d'un désir maximal de paix et trouvent des compromis qui conviendraient à toutes les parties. En même temps, je voudrais souligner que la position de la Russie est claire dans l'ensemble. L'essentiel pour nous est d'éliminer les causes profondes de cette crise. Alexandre Melnik, le mot compromis, est-ce que c'est une avancée? Compromis? Quel compromis? Il dit compromis? Poutine a dit compromis? Mais non, il se paye de mots. Donc c'est un élément de langage. Il n'a pas bougé. Il campe sur position. Et ses positions, finalement, c'est très simple. Il ne veut pas la paix, il veut la victoire. Il veut la victoire qui est synonyme de reddition de l'Ukraine. Donc cette position n'a pas changé du tout. Il est jusqu'au boutiste, il veut aller jusqu'au bout. Mais il habille cette position dans ce langage, je dirais, c'est vous qui avez dit la langue de bois. Donc la langue de bois. En ce qui concerne Trump, et je constate l'incompatibilité des positions qui n'ont pas bougé, donc beaucoup de bruit pour rien concernant cette conversation, donc la montagne médiatique a accouché d'une souris. Je constate que Trump, lui, oui, il travaille, enfin il s'agite. Plutôt, il s'agit dans tous les sens, un peu comme Batman qui veut établir la paix immédiatement un peu partout, mais il s'agit d'une paix bâclée. C'est une paix, c'est une côte mal taillée, finalement. Et quand il dit compromis, finalement, c'est aussi une bombe à retardement, à l'intérieur du système collectif en Europe, de sécurité en Europe, est synonyme de future guerre. Il veut tout simplement un résultat. C'est pour ça qu'il dit quelque chose qui contraste, évidemment, avec le discours de Poutine, qui, lui, joue la montre. Qui a une autre temporalité. Il n'est pas pressé. Alors que Trump, il est pressé. Comment expliquer ça? Trump, Vladimir Poutine, perd 1000 hommes par jour. Apparemment, c'est ce que beaucoup de sources disent, morts et blessés, morts plus blessés, 1000 hommes par jour. Dans bon sens, on se dirait que c'est lui qui se dit qu'il va falloir conclure le plus vite possible. Or, c'est lui qui se fait attendre. Oui, mais parce qu'il a l'impression de gagner sur le terrain et le sentiment qu'il peut gagner plus. Parce que quand il continue à parler des causes profondes de la guerre et de ses objectifs, en réalité, c'est effectivement le problème. C'est d'abord les oblasts. Enfin, il y a d'autres sujets, mais simplement, il y a une grande partie de ces oblasts, jusqu'à 25% pour 3 d'entre eux, qu'il n'occupe pas. Et il n'a pas envie d'arrêter alors qu'il prépare en ce moment une offensive. Mais en même temps, il veut la victoire. Mais la victoire, quand on est un autocrate, on peut la décréter quand on veut. C'est-à-dire que le jour où Poutine considérera qu'il a assez gagné, il pourra dire « j'ai gagné parce que j'ai 19% du territoire ukrainien ». Il la définira, la victoire. C'est la différence d'une démocratie. Pardon, n'oublions pas qu'à ce jour, la position officielle des États-Unis, c'est celle qui a été exprimée par le secrétaire au Trésor Bessent après le deal sur les terres rares. Et cette position, c'était « nous travaillons dans le but d'une Ukraine libre, souveraine et prospère ». Sur le long terme, pour le moment, c'est ça. C'est évidemment le contraire des causes profondes auxquelles vous faisiez allusion à l'instant. Trump parle du commerce dans un paragraphe dithyrambique qui dit c'est génial, les Ukrainiens et les Russes vont commercer librement, tout le monde va gagner plein d'argent. Lui est visiblement très optimiste. Regardez, la Russie veut faire du commerce en majuscule à grande échelle avec les États-Unis lorsque le bain de sang catastrophique sera terminé. Et je suis d'accord, la Russie a la possibilité de créer des emplois et des richesses en masse. Son potentiel est illimité. Et il poursuit concernant l'Ukraine, pour embarquer en quelque sorte l'Ukraine. Elle peut aussi grandement bénéficier des échanges commerciaux dans le cadre du processus de reconstruction. Les négociations entre la Russie et l'Ukraine vont commencer immédiatement. Il a beaucoup de mal à comprendre que la haine et la volonté de destruction sont de véritables forces. Lui ne les possède pas. Il est de temps en temps très brutal, il l'a montré avec Volodymyr Zelensky, mais pour lui c'est un businessman. Et fondamentalement en lui, la guerre c'est quelque chose qui dérange le business. Et il croit qu'il va nouer avec Vladimir Poutine une relation à ce point prospère pour les deux parties que Vladimir Poutine va renoncer à l'Ukraine. Mais c'est complètement sous-estimer la détermination de Poutine à détruire l'Ukraine, à détruire Zelensky.
Oui, c'est toujours cette approche transactionnelle de businessman, de faiseur de deal de Donald Trump. Quand il est rentré d'ailleurs de son voyage dans les pays du Golfe, il a dit qu'il a ramassé des milliards, donc comme si c'était beaucoup plus important pour lui que finalement les négociations sur la paix durable et la paix robuste. Et d'ailleurs, je constate quand même que cette paix durable et robuste ne serait jamais possible sans la participation des Ukrainiens. Parce que nous parlons pour le moment de ce deal, de cette espèce de nouveau Yalta qui peut se faire ou pas se faire entre deux puissances dont l'une n'en est pas une d'ailleurs, je parle de la Russie, de ces puissances, parce que la Russie, il ne faut pas confondre avec l'Union soviétique à l'époque de la guerre froide, mais finalement Trump fait fi complètement des causes, des vraies causes de cette guerre. Et tant qu'on n'a pas éradiqué ces vraies causes de la guerre, et la vraie cause de la guerre, c'est finalement la politique impérialiste de la Russie. Et la clé de la guerre, c'est Poutine. Tant que Poutine est au pouvoir, la guerre continuera. Il faut dire les choses clairement. Eh bien, donc, aucun business n'est possible. Quoique, lui, Trump, pense qu'il peut renouer les relations avec la Russie et continuer à faire du business comme si de rien n'était. Donc ça, c'est une erreur, je dirais, stratégique et aussi morale. On a l'impression que ce à quoi on assiste ne ressemble à rien du tout. Je ne sais pas si vous avez souvenir d'autres négociations internationales où un président prend son téléphone et essaye de hâter les choses de cette manière-là. Résultat, on verra plus tard, mais en tout cas, il essaie. Alors, avant, ça se passait différemment, la diplomatie. Il y avait des négociations entre professionnels. Mais aujourd'hui, c'est vrai que... Sylvie Bermann est quand même un peu choquée. Quand Sylvie Bermann dit « avant, il y avait des négociations entre professionnels », ça veut dire « je suis très choquée », mais dans son langage... J'ai pas fini. C'est vrai que les présidents, aujourd'hui, se réunissent plus souvent, prennent des initiatives. Avant la guerre, Emmanuel Macron a appelé très souvent Vladimir Poutine en lui faisant des propositions, y compris sur les accords de Minsk. Il appelait avant Volodymyr Zelensky, donc il y avait une implication directe du président de la République, qui a échoué. Mais il n'empêche qu'il y a eu un rôle direct et que c'est pareil, les conseils européens, avant, on les préparait et puis les chefs d'État signaient. Aujourd'hui, les chefs d'État se réunissent beaucoup plus souvent et prennent des initiatives. Quant à Trump, il est atypique, disruptif, on peut utiliser tous les termes, mais il veut que les choses bougent et peut-être que, in fine, ça bougera. Ça prendra du temps, c'est très difficile, mais sans lui, il ne se serait rien passé. La guerre aurait continué sans tentative de négociation. Comment s'est passé ce téléphone pendant 2 heures, ça dure 2 heures. Alors, il faut compter l'interprétation. Il y a sans doute plus l'interprète, les conseillers qui sont autour de chacun des présidents. On verra si dans les minutes qui suivent, on a des images qui illustrent le téléphone. Il y en avait peu d'ailleurs pour les téléphones précédents. Comment ça se passe exactement ? Oui, le rendez-vous est pris par les collaborateurs et ensuite il peut y avoir effectivement quelques conseillers qui sont là et qui font passer des petits papiers au président. Donc je ne sais pas si Trump les lit, en tient compte ou pas, mais normalement c'est comme ça que ça se passe. Il y a des réactions à ce que dit l'interlocuteur. On l'apprend à la seconde. Le président Zelensky, c'est ce que son entourage indique à l'AFP, a demandé que des sanctions soient prises contre Poutine si il n'avance pas. Or, pour l'instant, il n'a pas avancé. Rappelez-vous, le président de la République, sur TF1 d'ailleurs, encore mardi passé, disait qu'il faudra prendre très vite des sanctions massives. Pour l'instant, les Américains n'en parlent même pas. Oui, et on a déjà parlé de ces sanctions. C'est-à-dire Trump, il y a au Congrès un très fort mouvement pour annoncer un nouveau train de sanctions, et cette fois efficace, parce que ça doit frapper au cœur même de l'économie russe, affaiblie d'ailleurs ces derniers temps, c'est-à-dire le pétrole. Donc, mais pour le moment, Trump n'a pas donné le feu vert. Les Européens aussi, d'ailleurs, je constate, après avoir annoncé l'ultimatum à Poutine, ils n'ont pas vraiment bougé à propos des sanctions. C'est-à-dire, le mot sanction est toujours prononcé, mais comme si on avait peur de passer aux actes. Est-ce que les choses bougent quand même ? Il faut écouter Vladimir Poutine, c'est vous qui le signaliez, Stéphane Marchand, lâche ce mot de compromis, mais il donne quand même, il reste sur la position, d'abord un accord et seulement après le cessez-le-feu. Écoutez-le.
Nous avons convenu avec le président des États-Unis que la Russie proposera et est prête à travailler avec la partie ukrainienne sur un mémorandum relatif à un éventuel futur traité de paix définissant un certain nombre de positions, telles que, par exemple, les principes de règlement, le calendrier d'un éventuel accord de paix et ainsi de suite, y compris un éventuel cessez-le-feu pour une certaine période de temps, si des accords appropriés sont conclus. И так далее, включая и возможное прекращение огня на определенное время. Expliquez-nous bien la nuance. Cessez-le-feu, c'est la demande du président Macron, demande du président Trump, etc. Évidemment, le président Zelensky. Pour l'instant, c'est non, en réalité. Oui, enfin, il dit que les discussions porteront, y compris sur le cessez-le-feu. Mais après un accord. Ah oui. Mais ce qui est difficile, alors moi, je dois dire, en réaction de diplomate qui a participé à des négociations et à discuter, c'est très difficile d'avoir un cessez-le-feu simplement sans rien. C'est-à-dire sans élément d'un accord, parce que ça ne tient pas, il n'y a pas d'élément de vérification. Donc c'est... alors effectivement, bon, ils traînent les pieds là-dessus, mais en même temps, c'est que c'est le plus difficile. Il ne faut pas oublier que pour Vladimir Poutine, le but de guerre de Vladimir Poutine, c'est la guerre elle-même, ce qui complique considérablement la situation. Et il sait très bien que dans l'histoire, on a très souvent vu des négociations qui duraient très longtemps jusqu'à un cessez-le-feu. Je crois qu'au Vietnam, par exemple, il y a eu 2 années qui se sont écoulées entre le début des négociations et les cessez-le-feu. Vous voulez dire qu'il fait semblant de vouloir négocier en réalité pour l'instant ? Il parle, il prend du temps, il gagne du temps ? Il fait mine de négocier. D'ailleurs, négocier dans le sens KGB, c'est-à-dire tout ce qui est à moi est à moi, tout ce qui est aux autres est à négocier. Voilà, donc c'est à peu près ça sa méthode, qu'il n'a pas oublié après avoir suivi ses études de KGB. Et ce que vous dites, c'est très très vrai, parce que je crois que, évidemment, tant qu'on négocie, il essaie de noyer dans la nébuleuse autour des négociations. Il ne faut pas oublier que le massacre continue. C'est-à-dire le sang continue à couler. Le sang des Ukrainiens continue à couler. C'est pour ça qu'il est important, même si c'est très difficile, je suis tout à fait d'accord avec vous, Madame l'ambassadeur, de déclarer le cessez-le-feu, mais il faut le faire pour des raisons vitales, pour justement sauver des vies, pour sauver les vies des innocents ukrainiens. Et après, il faut négocier. Donc, mais aujourd'hui, ce processus de négociation finalement s'enlise. Et le mot mémorandum, parce que je voudrais bien attirer l'attention de téléspectateurs sur le mot mémorandum, parce que ça nous ramène quand même au mémorandum de Budapest de 1994, lorsque la Russie avait signé avec l'Ukraine, avec les résultats qu'on connaît, parce que la Russie, en échange du transfert du nucléaire, donc s'est engagée à respecter la souveraineté de l'Ukraine. Comment comprendre ce qui est en train de se passer ? Le monde, on donnait cet exemple hier, quelqu'un qui serait tombé dans le coma en 2022, qui se rappelait le temps où on disait qu'il ne faut pas négocier avec Vladimir Poutine. C'est du défaitisme. Effectivement, quand une partie d'un pays est occupée et qu'on négocie quand même, c'est quand même une forme de défaitisme. Et là, 3 ans plus tard, 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, on est en train de demander, d'espérer que Poutine négocie. Oui, mais c'est le principe de réalité. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il y avait des espoirs, non seulement de résistance, mais de reprise de territoire. C'était le moment de la contre-offensive ukrainienne, ce qui a été un échec. Tout le monde l'a reconnu, les Ukrainiens comme les autres partenaires. Et à ce moment-là, il faut bien envisager un moment d'arrêter la guerre, parce que l'Ukraine, comme vous l'avez dit, elle perd des hommes, les territoires sont détruits. Donc on peut dire, bon, il suffit que Poutine arrête, sauf que Poutine ne veut pas arrêter. Donc il faut bien arriver effectivement à une négociation et à des compromis. Avec quand même des avancées pour Zelensky. Lisons bien, chaque mot a son importance. Quand le président Trump dit « j'ai appelé un tel et un tel et un tel », il précise bien que un des appels principaux, c'est le président Zelensky. Donc en réalité, après l'avoir traité de dictateur, après avoir dit « il n'est pas légitime, il faut qu'il y ait des élections, etc. », quand même, il dit « j'ai informé ». Il ne dit pas « j'ai consulté », mais j'ai informé le président Zelensky. On aimerait savoir si, pour pousser Vladimir Poutine à accélérer, Donald Trump est prêt à libérer une partie de l'aide militaire américaine qui est toujours bloquée
à Washington, alors qu'elle a été votée par le Congrès, et que par conséquent, ça ne demande aucun effort politique à Trump en particulier. Ça fait 3 milliards de dollars, et ce serait quand même un message fort que de montrer, il faut continuer les combats, très bien, mais nous allons aider l'Ukraine. Trump fait des efforts. Lisez la déclaration. Il cite en 1 le président Zelensky qui traitait de dictateur, et en 2 Ursula von der Leyen. Vraiment, pour que Trump cite Ursula von der Leyen, il doit vraiment se... C'est-à-dire c'est l'Europe qui s'impose quand même, peut-être avec beaucoup de retard, etc. Mais il y a une sorte de début du sursaut de l'Europe face à ce danger existentiel. Donc l'Europe, d'ailleurs, se pose toujours en s'opposant. Et donc ça, c'est le moment, peut-être, ce Kairos, cette opportunité à saisir pour l'Europe, pour que l'Europe enfin apprenne à vivre, je ne dirais pas sans les États-Unis, mais en tout cas apprenne à être adulte et donc pas infantilisé avec le parapluie nucléaire et militaire des États-Unis. Espérons que ça ne veut pas dire, tous ces coups de fil à des Européens, que ça ne veut pas dire que finalement Trump, déçu, se prépare à laisser tomber le dossier ukrainien, à le transmettre aux Européens. C'est peut-être malheureusement ça qui se profile. Quelle réaction à Moscou, Anissa El-Jabri? Vous êtes à Moscou, ce Poutine dont on dit qu'il se fait attendre en quelque sorte, est-ce que ça résonne avec ce que l'on voit à Moscou? En tout cas, effectivement, si on se fie à la rhétorique et au compte-rendu qu'on lit ici, on n'a pas exactement le sentiment d'être face à une accélération du tempo diplomatique parce que oui, on entend une ouverture à un cessez-le-feu, oui, on entend une ouverture à des négociations de paix, mais les fondamentaux sont toujours là et toujours posés, qui sont on veut résoudre les causes profondes du conflit. Et puis, il a quand même été dit par Vladimir Poutine, c'est à l'Ukraine de trouver des compromis qui conviennent aux deux parties. Donc, c'est à elle d'avancer et de faire des pas. Je voulais vous signaler qu'il y avait un autre volet dans ce coup de fil, en tout cas tel qu'il a été relaté par le Sherpa diplomatique du Kremlin. Il a avancé que les deux hommes, les deux chefs d'État ont parlé de normalisation de leurs relations diplomatiques et de la relation totale entre les États-Unis et la Russie. On sait que ça, c'est quelque chose que le Kremlin recherche. Et Yuri Ushakov, ce Sherpa diplomatique, a longuement insisté en disant, donnant de nombreux détails, en disant notamment que désormais, les deux hommes s'appelaient joyeusement par leur prénom. Non. Merci beaucoup Anissa El-Jabri. Normalisation, ce mot est très important pour les Russes. L'idée de se mettre à égalité des Américains, de normaliser, ça c'est vraiment l'idéal. Si ça nous rappelle la Tchécoslovaquie, etc., normaliser une situation qui n'était pas normale. Mais évidemment, ça fait partie du narratif et du concept de Poutine dès le début, c'est-à-dire sortir de l'isolement, mais enfin il n'est pas tout à fait isolé, mais quand même face au monde occidental, oui, et donc à nouer une sorte de dialogue avec les États-Unis d'égal à égal, comme si c'était à l'époque de l'Union soviétique et de la guerre froide. Et noyer l'Ukraine dans le package global. Voilà. Oui, la question est de savoir quelle est la valeur qu'il attribue réellement à la normalisation avec les États-Unis. Et si elle est très forte, ça peut être bien pour l'Ukraine, mais connaissant le rapport entre Poutine et le dossier ukrainien, on a l'impression que rien n'est capable de contrebalancer son intérêt pour le sujet. Est-ce que les Américains pourraient lâcher si vraiment les choses n'avancent pas davantage? Et c'est ce que vous semblez indiquer. Il y a une déclaration très importante du vice-président américain Vance. Il a cette formule lapidaire et très dure. Il dit « Ce n'est pas notre guerre ». Écoutez. Je pense honnêtement que le président Poutine ne sait pas vraiment comment sortir de la guerre. Si vous y réfléchissez bien, il y a 1 million d'hommes sous les armes, il a réorganisé toute son économie. Ce qui était auparavant des usines de fabrication de produits destinés à la vie civile fabriquent désormais des obus de chars et des obus d'artillerie, ainsi que des drones. Je ne suis pas sûr que Vladimir Poutine ait lui-même une stratégie pour mettre fin à la guerre. Bien sûr, cela dure depuis quelques années maintenant, et je pense qu'il y a aussi un peu de méfiance profonde entre la Russie et l'Occident. C'est l'une des choses que le président trouve franchement stupide. Il y a un doute, il y a un doute des Américains aussi. Oui, enfin, ce qu'a dit J.D. Vance, c'est qu'il a décrit l'incroyable investissement de la Russie dans la guerre depuis 3 ans, et probablement depuis plus longtemps que ça, et la difficulté qu'il y a à Vladimir Poutine pour sortir de cet engagement. C'est le paradoxe. Plus vous investissez, plus il faut un courage extraordinaire ou une lucidité extraordinaire pour revenir sur votre décision. Alors je sais qu'il a annoncé que la guerre pourrait durer 1 an, 2 ans, 3 ans,
voire 21 ans, comme la guerre de Pierre le Grand contre la Suède. En même temps, il ne va pas continuer une guerre pendant 100 ans. Il va bien falloir en sortir un jour. Mais effectivement, ça va être extrêmement difficile sur le plan économique, c'est-à-dire de repasser d'une économie de guerre à une économie civile où les ouvriers gagneront beaucoup moins qu'ils ne gagnent actuellement dans le secteur militaire. La guerre est devenue la locomotive et la raison d'être du régime de Poutine. Il ne peut pas s'arrêter finalement. Donc ça, c'est le premier point. Et deuxième point, est-ce que Donald Trump peut lâcher vraiment l'Ukraine? Évidemment, sa patience peut s'épuiser. C'est quelqu'un de volcanique, impulsif, etc. Mais en même temps, je ne pense pas qu'il finira par lâcher l'Ukraine, parce que lâcher l'Ukraine, pour lui, c'est aussi montrer sa propre faiblesse face à la Russie. Et donc, Donald Trump peut se permettre beaucoup de choses, sauf montrer à son peuple sa propre faiblesse face à Poutine. Venons-en à l'esprit, c'est-à-dire qui domine en termes de rapport de force, même, disons, mental. La déclaration de Trump à ce sujet-là, sur l'esprit de la discussion, en tout cas ce que lui en dit. Les conditions seront négociées entre les deux parties parce qu'elles connaissent les détails d'une négociation que personne d'autre ne connaîtrait. Le ton et l'esprit de la conversation étaient excellents. Alors, c'est du Trump, mais est-ce qu'il y croit? C'est-à-dire, est-ce qu'il est sous influence de Poutine, d'après vous? Il a le sentiment, effectivement, d'avoir une relation privilégiée avec Vladimir Poutine. Il a toujours dit « je m'entends bien avec Vladimir Poutine, je saurais le convaincre ». Là, c'est un petit peu difficile. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé pendant ces 2 heures et la manière dont Vladimir Poutine lui a répondu en disant peut-être, d'accord, je vais faire ci ou ça. Mais de toute façon, il est convaincu qu'il est un gagnant et qu'il y arrivera. Et maintenant, Vladimir Poutine, c'est un dur à cuire. Il est probable que Vladimir Poutine va donner une petite friandise à Donald Trump dans les prochains jours, de manière à ce qu'ensuite Trump, de manière à ne pas perdre cette friandise-là, va pousser l'Ukraine à faire des compromis, etc. À mon avis, je suis persuadé que Poutine est en train de balader quand même, de se payer la tête de Donald Trump. Et Donald Trump ne comprend rien finalement à la Russie, à la problématique de cette guerre quand il dit c'est pas notre guerre. Si, évidemment, c'est la guerre de l'Occident, parce qu'il s'agit aussi des valeurs, il s'agit d'une guerre existentielle. Et je crois que Poutine, il utilise cette technique du KGB que j'avais déjà évoquée pour prendre l'ascendant sur son interlocuteur et en même temps, il s'adapte à lui, il flatte un peu, caresse dans le sens du poil. Par exemple, il est là le remercier. Il a remercié Donald Trump, ce que Zelensky sans doute avait oublié de faire dans le cabinet oval. Il le fait beaucoup maintenant. Mais Donald Trump ne parle jamais de valeurs. Donc effectivement, en ce sens-là, il considère que c'est pas sa guerre, que c'est la guerre des Européens, qu'en plus c'est une guerre stupide, comme il le dit souvent. Et je suis pas sûr que J.D. Vance se réfère aux valeurs non plus. Sylvie Berman, comment se passe un tel appel techniquement? Parce que à tous, on a vu le président Macron qui parle comme ça avec Donald Trump, il appelle sur le portable. Le président Macron utilise beaucoup le portable. Oui, mais il appelle aussi Donald Trump visiblement sur son téléphone portable. Il appelle sur le téléphone portable et Trump utilise beaucoup le portable sans aucun système de cryptage et autres. Ici, on peut penser qu'il y a une visio. Est-ce qu'il y a une visio d'après vous? Est-ce qu'il y a une visio? Alors, c'est pas nécessairement une visio, mais c'est un téléphone crypté qui est géré par des techniciens d'un côté comme de l'autre. Donc les rendez-vous sont pris à l'avance et c'est assez facile en fait. Mais Vladimir Poutine n'utilise pas de téléphone portable ou même d'ordinateur. Ça, il ne faut pas oublier. Et j'imagine que c'est un héritage de formation KGB. Et donc, voilà, ça se passe de manière très officielle. Tous les chefs d'État ont ce type de téléphone et de contact. Et on se rappelle le téléphone rouge. C'est un classique des bureaux que vous avez si bien connu quand vous étiez là-bas, Jean-Dominique. La batterie de téléphone et surtout le téléphone du chef, du secrétaire général. Poutine les a toujours. Entre Kennedy et Khrushchev, notamment, pendant la crise de Cuba. Donc, il n'était pas tout à fait rouge, d'ailleurs, ce téléphone. Voilà, bon. Et aujourd'hui, peut-être, il faut quand même un téléphone, excusez-moi, jaune avec la Chine, parce que le monde a complètement changé. Et donc, aujourd'hui, il n'y a plus de bipolarité entre ces deux pays.